Aujourd'hui, nous rencontrons Jacques Vigne pour lui poser quelques questions sur son 18e ouvrage. Jacques Vigne, c'est un spécialiste de l'Inde et psychiatre également. Alors, je l'interviewe aujourd'hui dans le contexte de la continuité de la réalisation de mon documentaire sur le yoga, la pratique du yoga est une thérapie. Et la pratique de la méditation fait grandement partie de la pratique du yoga. Donc nous allons lui poser quelques questions. Jacques, merci de nous recevoir pour la réalisation de cette vidéo. Donc ici on se trouve dans le sud de l'Inde, au Kerala, dans un lieu consacré à l'Ayurveda. Et j'aimerais te poser quelques questions sur ton dernier livre. Bonjour. Et oui, le Kerala, c'est un grand endroit pour la médecine ayurvédique, pour la tradition de l'hindouisme aussi. Et donc, c'est un bon lieu pour discuter de ces sujets. Première question que j'ai à te poser, c'est dans quel contexte t'es venue l'idée d'écrire sur ce sujet? Oui, ça fait maintenant 40 ans que j'ai terminé mes études de médecine. Et durant mes études de médecine, j'étais déjà très intéressé par le yoga et la méditation. Et donc, j'ai mené les deux en parallèle. Bon, je n'ai pas exercé la médecine parce que j'étais chercheur en Inde, mais je me suis quand même posé ces questions toute ma vie et j'ai eu beaucoup de demandes pour clarifier des problèmes psychologiques. Et donc, je me suis dit que c'était le moment de faire une synthèse avec ce livre. Donc, ce livre s'appelle « Sourire au-delà de souffrir, méditation et neurosciences pour dépasser les douleurs et souffrances au-delà de l'anxiété ». À qui s'adresse ce livre? Est-ce que c'est pour des professionnels de la santé? Est-ce que c'est pour des personnes qui souffrent justement d'anxiété? Oui, donc c'était un défi de pouvoir rassembler justement ces publics différents. Et donc, il y a des choses qui sont bien pour les professionnels de la santé. Et l'idée, j'en avais parlé déjà avec une réanimatrice qui faisait du yoga depuis 30 ans, une chef de service de réanimation et de soins post-chirurgicaux qui faisait du yoga depuis 30 ans. Elle m'a dit, si vous écrivez, essayez de dépasser les recettes. Parce que bon, avec des techniques d'hypnose, de différentes thérapies, on a des protocoles très précis pour agir sur la douleur. Et il y a des choses qui marchent. Mais la douleur, c'est pas que des protocoles. Il y a aussi une attitude fondamentale vis-à-vis de la douleur. C'est pour ça donc que j'ai ouvert la dernière partie de ce livre aux religions. Et parce que les religions sont là aussi pour nous aider à dépasser les douleurs, la souffrance. Elles le disent dans leur langage avec un recours aux croyances, aux récits fondateurs, aux mythes. Mais des fois, les mythes sont plus précis que juste une science extérieure, parce que ça exprime des aspirations profondes de l'être humain. Déjà, il y a l'introduction du professeur Agnès Trébuchon, qui est professeur de neurologie au CHU La Timone de Marseille et qui en même temps fait une formation de professeur de yoga parce qu'elle a envie de développer des études sur yoga et neurologie. Sa mère même est professeure de yoga, son mari est professeur de psychiatrie et elle-même travaille aussi sur les trans cognitives auto-induites avec Corinne Sombrin. Et donc, voilà, ça fait une préface qui est assez riche. Et puis après, il y a la première partie qui est surtout sur neurosciences. Et donc, je réfléchis déjà sur la sociologie de la douleur chronique. C'est des centaines de milliards de dollars de dépenses par an avec les médicaments. Puis il y a les médicaments qui sont facturés à la sécurité sociale, c'est déjà une facture énorme. Il y a en plus tous les médicaments que les gens prennent sans ordonnance pour soulager leur douleur. Et puis après, donc j'insiste sur la question de l'épidémie des morphines médicamenteuses, le fentanyl qui fait plus de morts que les accidents de voiture aux États-Unis, cette addiction. Et ça vient donc du fait que les gens ne veulent plus de douleur et rêvent d'un monde sans douleur. Et donc, c'est sûr que la morphine peut être très utile en post-opératoire, etc. Mais il faut savoir la remplacer par d'autres choses. Et donc, les méditations
peuvent être très utiles aussi, soit pour diminuer la morphine, soit pour l'arrêter complètement. Et donc, au point de vue des neurosciences, il y a aussi quelque chose qui est important, je le développerai dans la vidéo spécifique sur neurosciences et contre les douleurs, mais c'est la notion de contrôle inhibiteur diffus de la nociception, c'est-à-dire la douleur. C'est-à-dire quand on a une douleur, on l'entoure d'une auréole d'anesthésie. C'est déjà dans l'urgence pour bien l'isoler, bien la localiser, bien voir où est-ce qu'elle est. Mais cette couronne d'anesthésie a l'inconvénient de favoriser la chronicisation de la douleur, parce que finalement, on ne pense qu'à la douleur et on oublie tout le reste. On a tous cette expérience-là. Et donc, comment inverser ce mécanisme pour revenir à un état normal? Eh bien, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de méditations antidouleurs. Et quelque chose d'important que j'avais pas bien réalisé avant d'écrire le livre et de chercher dessus, c'est que la manière dont on peut dépasser les douleurs et aussi la manière dont on peut dépasser en méditation les émotions perturbatrices. Donc j'en parlerai plus dans la vidéo à ce propos-là. Et sinon, bon, il y a les états de conscience modifiés, il y a les études de neurosciences sur la méditation. On est à 11 000 études sur la méditation. Il y a des gens, quand ils entendent parler de méditation, ils disent c'est fumeux, c'est mystique, on ne veut pas en entendre parler. Mais 11 000 études scientifiques qui montrent comment ça marche, pourquoi ça marche, jusqu'à quel point ça marche, dans quel cas ça marche, c'est pas négligeable. Oui, donc j'ai parlé dans la seconde partie du pouvoir des images mentales, parce que ça permet de résumer différents types de méditation, la sophrologie, l'hypnose, les méditations tibétaines utilisent beaucoup les visualisations, et donc il y a beaucoup de choses à dire, puis faire la part à quel niveau agit l'hypnose, à quel niveau agit la méditation, et au fait il y a beaucoup de points communs, mais la perspective générale peut être assez différente. Dans l'hypnose, on est plutôt symptomatique, on fait des résultats rapides. Dans la méditation, c'est un itinéraire à vie. Mais ça ne veut pas dire que les techniques soient fondamentalement différentes. Et voilà. Et alors, dans la troisième partie, donc, je parle des techniques à proprement parler de méditation antidouleur. Donc, j'ai fait un chapitre avec 21 techniques. Ensuite, à d'autres chapitres qui détaille certains aspects encore de la méditation antidouleur. Et puis, un dernier chapitre dans cette partie qui parle des paroles répétitives. Et donc là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Les paroles répétitives aident beaucoup à méditer en général et beaucoup à lutter contre des phénomènes douloureux qui sont vécus plutôt comme négatifs au début et à les dépasser. Et la quatrième partie, qui pour moi est une partie importante aussi, c'est la partie sur les religions. Et donc les religions se posent des questions sur la vie, la mort, les fins dernières de l'être humain. Et c'est important d'être capable d'avoir des réponses à ce niveau-là ou de réfléchir sur les réponses traditionnelles pour dégager ses propres réponses à soi. Et donc j'ai un ami qui est professeur de religion à l'université de Beyrouth, spécialiste des religions comparées, et pour lui, il dit que c'est la partie la plus intéressante du livre parce qu'elle pose des questions profondes et elle donne des solutions profondes. Alors pour des raisons de taille du livre sur papier, j'ai mis les 3/4 de cette partie sur mon site internet jacquesvigne.org, et donc si vous allez à l'onglet nouveautés de cette partie, vous aurez gratuitement des réflexions profondes sur religion par rapport à la souffrance, aux douleurs et à l'anxiété. Et je vous conseille de le lire, même si vous n'avez pas encore lu le livre. Faites commencer par ça aussi, vous apprendrez beaucoup de choses, je pense. Merci Jacques pour cette introduction. Nous nous retrouvons très bientôt pour la deuxième vidéo où nous allons explorer plus en détail la première partie de ce livre.